BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandon. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette émission, le club BFM Crypto. On a plein de sujets, un temps limité, il va falloir être concis et percutant. C'est une phrase de vous, Louis-Alexandre de Froissart. On va essayer de faire ça aujourd'hui, on va parler d'euros numériques, de stablecoin, d'agrément MiCA, de Bitcoin, tout ça en 25 minutes avec mes invités. Grégory Raymond, cofondateur de The Big Wave. Bonjour Grégory. Oui. Louis-Alexandre de Froissart, donc gérant et associé chez Montaigne Conseil et Patrimoine. Bonjour Sandra. Bonjour Alexandre. Oui, c'est le 2 juillet d'ailleurs qu'a lieu ce dernier comité et on a eu un message de l'AMF qui a dit que pour ceux qui n'étaient pas encore agréés mais qui savaient que globalement ça allait être annoncé le 2, ils n'avaient pas de mesures particulières à prendre pour ces 2 jours de fonctionnement. Mesures vraiment d'accompagnement extrêmement fortes. Oui. Et pendant ce temps-là, l'autorité européenne des marchés financiers, elle a publié la procédure, ça y est, pour finalement la procédure à suivre pour les entreprises qui devront cesser leur activité. Donc là aussi, on va entrer dans quelque chose d'autre pour ces 95% d'entreprises européennes. Oui, le sujet principal, c'est le contrôle des flux. C'est le président de la Banque des règlements internationaux, Augustin Carstens, qui l'a dit il y a quelques années. Avec le cash, ils n'ont pas le contrôle. Avec l'euro numérique, ils auront le contrôle absolu des mouvements monétaires. C'est pas de moi, c'est de lui. On se dépêche parce que on a beau vouloir être concis et percutant, on n'en a pas moins besoin d'un peu de temps pour parler de Bitcoin. Louis-Alexandre Froissart, votre sujet aujourd'hui, le rapport River. Quel sujet pousse à l'option de Bitcoin en 2026? Et vous retenez 3 points majeurs dans ce rapport, Louis-Alexandre. L'avantage d'intervenir sur ce plateau, c'est qu'on cherche des sujets et ça me permet de parcourir des études. Et j'ai pris une étude de River qui date plutôt début de l'année, plutôt mars, et dans lesquelles on revient sur la détention de Bitcoin, qui détient du Bitcoin et quels sont les grands flux et surtout l'anticipation pour 2035. Alors le pic en 2024, c'était plus de 15 millions de Bitcoin étaient détenus par les particuliers en 2024 et c'était le pic. Le reste, après, il y avait 3 millions détenus par des institutionnels, un peu moins de 2 pour les perdus et 1 pour notre ami Satoshi. Tout ceci pour nous dire que ça, c'est le pic et c'est la grande cartographie de la détention. Ça s'explique pourquoi, parce que les premiers à venir sur Bitcoin, ça a quand même été des particuliers où les gens sont venus sur Bitcoin à titre particulier. Maintenant, tout ceci, on va projeter ça avec la courbe actuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que les gens qui vont acquérir du Bitcoin, c'est en majorité des professionnels. Des institutionnels. Donc, les professionnels et les institutionnels, parfois pour le compte des particuliers, puisqu'il y a des gens qui sont venus à Bitcoin, et on l'a vu avec les ETF, ils sont venus à Bitcoin non pas de manière directe, mais de manière indirecte. Donc, on a eu plus de monde qui s'est intéressé à Bitcoin, et on peut dire qu'une des croissances de 2024-2025 a été poussée par l'adoption des ETF ou des Bitcoin Treasury Company. Et si on pousse la courbe un peu plus loin, on se rend compte qu'en 2035, eh bien, les premiers détenteurs de Bitcoin seront les institutionnels, avec, selon les courbes, 11,5 millions de Bitcoin détenus par les institutionnels, et les pauvres indépendants, les pauvres particuliers n'auront plus que 6,7 millions. Donc, ce qui veut dire qu'après, quand on regarde les sous-catégories entre les ETF, les Bitcoin Treasury Company, les gouvernements, parce que les gouvernements en 2035, c'est à peu près estimé aux environs de 3 millions de Bitcoin qui pourraient... Ils auront 3 millions de Bitcoin. Oui, c'est vraiment les perspectives qui pourraient arriver. Là encore, on sait très bien que les perspectives comme ça, on a peu sûr qu'elles ne soient pas réalisées, mais il faut bien essayer de se donner des perspectives. Mais ça, c'est le nœud du problème. C'est-à-dire qu'on a un glissement que moi j'analyse de plusieurs manières, qui est de moins en moins de particuliers vont détenir du Bitcoin et de plus en plus d'entités professionnelles ou d'institutionnels vont détenir du Bitcoin. Pourquoi ? D'abord parce que aujourd'hui, on sait que normalement, les gens qui détiennent du Bitcoin à titre personnel en direct, c'est 10% du marché. Bon. Pourquoi ? Parce que c'est un peu compliqué. Et on n'a pas encore résolu tous les problèmes de complexité de détenir du Bitcoin à titre direct. La souveraineté qui amène une certaine liberté, amène une certaine complexité. Responsabilité aussi. Responsabilité et complexité. Que tout le monde n'a pas envie. Donc pour ça, il y a des gens qui ne veulent pas et qui trouvent très pratique d'aller utiliser des systèmes plus centralisés pour détenir. Même si aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui sortent des ETF, on sait très bien que ça rentre, ça sort, et que dès que les marchés vont repartir à la hausse,
on va avoir de nouveau beaucoup d'arrivées là-dessus. La deuxième tendance, ce sont bien sûr les gouvernements qui, eux, vont continuer à acquérir, soit, comme savent le faire les Américains, dans une guerre qui est à peu près lancée, ou les Coréens, parce que c'est une manière de conquérir des territoires, et de conquérir un territoire numérique qui est Bitcoin, mais aussi parce que aujourd'hui, on a 27 entités gouvernementales ou paragouvernementales qui acquièrent du Bitcoin de manière régulière ou irrégulière, de manière directe ou indirecte. Mais souvent, tout ceci nous amène à une critique. La critique, c'est de dire, en fait, Bitcoin ne répond plus à sa mission initiale, puisque Bitcoin est devenu une réserve de valeur. Si aujourd'hui, ceux qui le détiennent en direct sont devenus minoritaires dans l'ensemble. Et je pense, ça on va s'affleurer sur les réseaux sociaux, et je pense que c'est faux. Mais vraiment foncièrement faux. Alors bien sûr, Bitcoin est devenu une réserve de valeur pour beaucoup de personnes, notamment des investisseurs du temps long. Pourquoi ? On a un monde qui produit de la monnaie de manière sans fin, et de l'autre côté, on a un actif rare. Donc quand il y a une grosse production monétaire, les gens se tournent vers les actifs rares, ça tombe bien, Bitcoin, 21 millions, c'est rare. Mais si on a bien sûr cette réserve de valeur, la promesse initiale de Bitcoin, elle est toujours réelle, elle est toujours d'actualité. Si j'ai envie de manière souveraine et non censurable vous envoyer une fraction de Bitcoin à vous trois, je sais que vous allez me dire merci. Oui, bien sûr. On passera aux exercices pratiques après. Bon, si je souhaite le faire et si on est tous les trois interdits bancaires, si on est tous les trois blacklistés, si tous les trois on ne peut plus échanger d'euros numériques, eh bien, on peut tout faire. La valeur que représente le réseau Bitcoin indépendant, elle est toujours là. La promesse initiale de Bitcoin, elle est toujours là. Donc, il faut savoir que la réserve de valeur n'est en aucun cas opposée à la qualité initiale du réseau pair à pair, non censurable, et même il en fait une partie de sa valeur. Il faut accepter de toute façon cette maturité du secteur et le fait qu'on l'utilise aussi de cette façon-là. BFM Business, BFM Crypto, le club.